Alors, on peut commencer? Oui, prof. D'accord. Alors, bon après-midi à tous et bienvenue à la dernière session, je vais dire, la dernière séance de notre cours qui a donc porté sur le contenu local dans les pays miniers d'Afrique. Hier, quand on se séparait, nous étions toujours sur les obstacles dans la mise en œuvre du contenu local en Afrique. Et nous avions abordé un point qui porte sur le climat des affaires. Et nous disions que nous avons de manière globale en Afrique un climat des affaires qui est peu favorable à la création des entreprises locales. Le climat des affaires peut être défini comme étant l'ensemble des facteurs qui prévalent dans l'environnement où évolue une entreprise et qui sont de nature à impacter sur ses décisions et sur le développement de son activité. Donc, il va de soi qu'un climat des affaires favorable aux affaires, un climat qui est favorable aux affaires, va favoriser l'investissement et la dynamisation de l'entrepreneuriat local. Le climat des affaires dans la plupart des États africains est très peu favorable à la création des entreprises locales en raison notamment des difficultés d'accès au crédit, en raison de la corruption, des tracasseries administratives et de bien d'autres mots que nous avons évoqués hier. L'assainissement des cadres institutionnels d'investissement et d'entrepreneuriat s'avère donc indispensable afin de libérer le potentiel de l'initiative privée qui est source naturelle pour la création ou pour accroître les opportunités d'investissement. Sans cette remise en question, il sera difficile de parvenir aux objectifs qui sont escomptés. En l'état actuel, certaines entreprises vont estimer que le contenu local, c'est un poids pour l'entreprise. Et tout cela, c'est justement à cause du climat des affaires. Donc, beaucoup perçoivent les exigences du contenu local comme étant un frein au développement des entreprises. C'est le cas notamment des partisans du capitalisme et des doctrines néolibérales qui prônent l'économie du marché et la dérégularisation et la dérégulation. Il faut déréguler. Certes, on peut aussi relever le caractère relativement récent des textes sur le contenu local en Afrique, ce qui fait que ces textes ne sont pas encore suffisamment ancrés dans la réalité. Donc, tout cela nous laisse penser que, voilà, ça laisse augurer un droit prospectif assurément mieux promoteur du contenu local. Donc, on peut ne pas être très alarmiste, garder espoir et se dire que, voilà, ça viendra avec le temps, forcément. Euh, alors, en dehors du climat des affaires, nous allons donc passer au grand 2 de cette section que nous avons abordée hier. Nous avons en quelque sorte montré les causes de la faible participation des entreprises locales dans le processus extractif. Donc, il est question pour nous maintenant de montrer les conséquences de cette faible participation des entreprises locales dans le processus extractif. Les conséquences de la faible participation des entreprises locales dans le processus extractif sont énormes. Cette faible participation fait perdre aux pays africains des capitaux importants en raison notamment de l'absence de création de la valeur ajoutée sur le continent africain. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise locale à même de procéder à la transformation de ces minéraux sur place. Ça fait donc perdre
aux États africains l'effet qu'aurait créé cette valeur ajoutée des produits transformés sur place. Et comme nous l'avons relevé plus haut, la majorité des ressources extractives africaines sont presque exclusivement vouées à l'exportation, à l'état brut. Et donc leur impact sur l'économie périphérique reste très réduit puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans une logique de développement plus global et de consolidation des liens au niveau local. Donc, comme on le voit, la faible participation des entreprises locales dans le processus extractif a donc inéluctablement une incidence sur la création des liens entre le secteur extractif et le reste de l'économie. Cette faible participation des entreprises locales ne permet pas de favoriser l'effet d'entraînement nécessaire à la transformation structurelle et la diversification des économies africaines. Car comme on le sait, le contenu local, on ne va cesser de le dire, le contenu local a pour objectif de favoriser la diversification de l'économie des pays producteurs, notamment la multiplication des liens entre les industries extractives et le reste de l'économie. Il a pour finalité la dynamisation des entreprises locales et la création des richesses pour permettre aux pays africains d'amorcer le passage des économies dépendantes des hydrocarbures vers des économies davantage orientées vers des processus de diversification. La rente doit en effet constituer un capital initial dont l'usage doit faciliter la diversification des économies des pays producteurs et réduire leur dépendance, c'est-à-dire la dépendance des pays africains à l'exportation ou à l'exploitation des ressources minières et énergétiques. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de ce chapitre. Donc, l'absence de diversification des économies locales conduit inéluctablement, je l'ai déjà dit, à l'extraversion du secteur extractif qui se traduit par l'exportation de la majeure partie de la production minière à l'état brut, au lieu mais aussi, et nous l'avons vu quand on a parlé du local procurement, ça se traduit aussi par une importation, que ce soit de l'expertise ou alors des intrants qui rentrent en ligne de compte dans tout le processus extractif. Je vais donc conclure ce chapitre en disant que dans ce chapitre qui était consacré aux obstacles qui sont persistants dans la promotion et la mise en œuvre du contenu local en Afrique, nous avons noté d'une part une faiblesse des capacités humaines à cause du degré de technicité très élevé des activités extractives. Donc, nous n'avons pas toujours la main-d'œuvre qualifiée sur place. Cette faiblesse des capacités humaines, la ressource humaine, est également due au fait que la formation de la main-d'œuvre locale n'est pas assurée, du fait notamment des pesanteurs que nous avons soulevées, notamment le fait que les formations dispensées localement ne sont pas suffisamment ancrées dans une logique de contenu local et du fait que on remarque également une absence de transfert de technologie. Donc, tous ces boulots d'étranglement conduisent nécessairement à la faiblesse des liens économiques à cause du faible engagement des États que nous avons évoqué hier. Nous avons évoqué notamment l'engagement contrasté des États. Quelques rares États se démarquent du lot avec des politiques de contenu local assez offensives, ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité des États africains qui sont encore à la traîne. Donc, d'autre part, dans la section 2, on a observé une participation assez faible, une participation peu significative des entreprises locales dans la chaîne de valeur de l'industrie extractive, à cause notamment de la faiblesse des tissus industriels locaux, très peu d'entreprises locales, à cause notamment de la contrariété des politiques de contenu local avec certains engagements internationaux des États. Nous avons notamment pris le cas
des traités bilatéraux d'investissement ou alors des accords de l'OMC qui sont parfois contraires ou qui sont très opposés aux exigences de contenu local. Nous avons également vu que la faible participation des entreprises locales est aussi due au sous-développement des industries locales de base, des infrastructures locales de base. Nous avons parlé de l'électricité, nous avons parlé des infrastructures de transport, qu'elles soient routières ou ferroviaires. Donc, c'est aussi peut-être parce qu'on n'a pas ce minimum d'infrastructures de base que nous n'avons pas un tissu industriel développé et par conséquent une faible participation des entreprises locales dans le processus extractif. Nous avons également évoqué l'absence de capacité technique et financière des entreprises locales. Nous avons dit que la notion de capacité technique et financière est une notion fondamentale aujourd'hui dans l'industrie extractive, où il faut avoir les moyens nécessaires pour mener tout le processus extractif à bout. Nous avons enfin, dans la deuxième section, évoqué le climat des affaires qui est peu favorable à la création des entreprises locales. Et nous avons évoqué, là encore, beaucoup de pesanteurs. Donc, toutes ces entraves nous amènent à envisager dans le troisième chapitre, ce sera le dernier de notre cours, les défis et les perspectives qui sont liées à la promotion du contenu local en Afrique. Donc, chapitre 3, donc, défis et perspectives liées à la promotion du contenu local en Afrique. Sauf si vous avez quelques petites observations, des remarques sur le chapitre 2, sur les pesanteurs. Je crois que nous en avons suffisamment discuté. Et si vous n'avez pas de remarques, je vais directement passer à ce troisième et dernier chapitre. Ben, c'est sûr que en vous écoutant, prof, il me vient à l'idée, je fais quand même une petite comparaison avec le Canada, où il est, parce que vous avez pointé du doigt la faible participation des entreprises au contenu local. Alors, ça m'a amené tout de suite à penser qu'il faut booster le niveau de participation des entreprises africaines, naturellement, mais aussi, vous avez pointé du doigt les difficultés de création, tous les obstacles à la création des entreprises en Afrique. Et là, j'ai voulu faire une comparaison, par exemple, avec ce que je peux voir au Canada, où vraiment c'est la chose la plus facile que de créer une entreprise. Vraiment la chose la plus facile. Alors, il va... Je crois que vous avez... D'accord. Oui. Alors, il y a oui, une petite voilà. liée à votre connexion, donc je crois que tout est rétabli. Ouais. Ah, d'accord. OK. Ouais. Alors, je disais que je fais une petite comparaison avec le Canada au niveau de la facilitation, qu'on facilite les choses aux entrepreneurs pour qu'ils créent facilement leurs entreprises. Je disais qu'au Canada, c'est la chose la plus facile à faire, hormis la question de financement. Donc, c'est la chose la plus facile. Vous vous levez un matin et puis en un jour, vous avez créé votre entreprise. Vraiment, elle est légale, elle fonctionne, vous avez tous les papiers. Super. Bon, alors, j'évoque ce point pourquoi? Mais pour résoudre deux problèmes. Déjà, le premier problème sur lequel nous sommes, sur la faible participation des entreprises, il faut booster il faut booster le niveau de participation d'un, mais de deux. Alors, de plus en plus, on va former des jeunes sur le continent. Après l'université, ils sont sans emploi. Et puis, l'État ne peut pas toujours absorber, tous ces diplômés. Et donc, il faut faciliter les créations d'entreprises pour permettre à ceux qui sont formés, à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer eux-mêmes leur boulot.
Alors, donc tout ceci va m'amener à questionner, le rôle du ministère alors, je vais dire, je vais l'appeler le ministère du développement industriel. Ah, bon, on va l'appeler ainsi comme ça. Alors, donc, tous ces ministères qui s'occupent de l'industrialisation et peut-être des petites et moyennes entreprises pour faciliter Oui. justement l'entrée. Voilà. Donc, c'est une réflexion que j'ai faite à la suite des obstacles que vous avez soulignés. D'accord. Merci beaucoup. Je vais donc prendre ça plutôt comme une contribution. Il n'y a pas de question. Prof, Est-ce que les autres, oui, veulent prendre la j'ai parole? j'ai une question. Oui, au fait, j'étais absent pour le cours d'hier, donc je ne sais pas si peut-être vous avez déjà eu à voir ça, D'accord. mais je voulais demander, quand vous évoquez la notion de tissu industriel, de quoi vous voulez parler par là? Justement, en ce qui concerne les entreprises, nous avons évoqué en matière de contenu local le fait que les entreprises intervenant dans le secteur extractif, quand un exploitant étranger arrive dans un pays africain, il doit créer une entreprise de droit national, c'est-à-dire selon les règles du pays dans lequel il s'installe, ou alors elle s'installe, une multinationale. Et nous avons vu dans la majorité des cas que voilà, la majorité de nos pays, de nos États francophones sont membres de l'OADA. Et donc, ce sera les règles de l'acte uniforme OADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique qui sont appliquées. Et donc, une fois la société de droit national créée, il faut que en quelque sorte, cette filiale des multinationales qui exploitent donc une mine dans nos pays sous-traite avec d'autres entreprises pour se fournir localement en matière des intrants. Il y a les intrants qui rentrent dans le processus extractif. Elle doit se fournir localement. Et on a vu le cas de certains pays tels que le Ghana, qui est cher que ceux que vous allez importer, il faut se procurer localement. Or, pour se procurer localement, il faut qu'il y ait des entreprises qui fonctionnent. Ce qui nous a donc amené à évoquer l'absence d'un tissu industriel qui permet aux entreprises locales de pouvoir produire tous ces intrants dont, dont les projets extractifs ont besoin pour leur exploitation. Donc voilà pourquoi nous en sommes arrivés au tissu industriel, pour évoquer tous les obstacles qu'on connaît dans nos pays africains en termes de création d'entreprises, de fonds, ou alors ça existe dans quelques pays, des fonds d'encouragement, de subventions aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'être compétitives. Et pour qu'une entreprise soit compétitive, il y a des notions qui rentrent en jeu, comme celle de capacité technique et financière, qui est une notion fondamentale pour pouvoir attribuer un projet minier à une entreprise. Donc voilà ce qui nous a amené à arriver au tissu industriel dans nos pays. Merci, prof. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est bon. Merci. D'accord. Donc, il n'y a plus d'autres réactions. Nous allons donc passer immédiatement au chapitre 3, qui porte, comme je l'ai dit, sur les défis et les perspectives qui sont liées à la promotion. Alors, tel que nous avons vu dans le chapitre précédent, à travers les nombreux boulots d'étranglement qui persistent, le contenu local représente un vaste chantier. Face à la complexité de l'industrie minière et l'importance des considérations géopolitiques qui entourent l'exploitation des ressources minérales. La mise en œuvre du contenu local va au-delà des simples déclarations de principe ou de la simple élaboration d'un local content act ou d'un texte sur le contenu local. Ça va
bien au-delà. La mise en œuvre du contenu local se démarque je vais dire, nous avons dit de simples déclarations de principe. Et ça se démarque d'un souverainisme minier qui privilégierait le recours à l'émotion, à une véritable réflexion stratégique dans la définition des priorités de la riposte des producteurs du continent africain. Donc, il ne suffit pas de dire nous voulons affirmer les principes de souveraineté sur nos ressources naturelles. Non, ça va au-delà. Il faut mener une vraie réflexion stratégique pour pouvoir inverser la tendance. Donc, en s'inspirant des expériences des pays africains qui sont considérés comme les plus avancés dans la promotion du contenu local, on se rend compte qu'il est nécessaire dans chaque pays de mettre en place une politique nationale de contenu local. C'est ce que nous allons essayer de démontrer dans la première section, même si beaucoup vont penser que ce n'est qu'une idée. Je vais y revenir. Cependant, compte tenu du fait que une politique de contenu local trop ambitieuse, voire paralysante, pourrait conduire à des effets pervers, certains écueils sont à éviter. Donc, nous allons voir dans la section 2 les obstacles à éviter. Donc, la première section donc, sera consacrée à la nécessité d'une politique nationale du contenu local. Alors, dans l'introduction du cours, nous avons relevé que dès les années 90, l'Afrique du Sud avait adopté ce qu'on a appelé le Black Economic Empowerment, qui est une politique qui visait à corriger les inégalités issues de la politique de l'apartheid. Donc, cette vision a instauré d'abord des incitations, ensuite des obligations en matière d'embauche, de formation de certaines populations locales dans tous les secteurs de l'économie. Nous avons également pris le cas de l'Algérie, qui a fait de même en saupoudrant son cadre juridique d'un peu de contenu local, donc en mettant un peu de contenu local dans tous les secteurs d'activité. Nous avons vu le cas d'autres pays qui, au-delà d'un simple saupoudrage, sont allés plus loin, et ces États que nous avons considérés comme étant les plus avancés en la matière sont allés plus loin en adoptant des lois spécifiques qui sont dédiées au contenu local au niveau national et pas simplement une loi limitée au secteur extractif ou alors limitée dans un secteur déterminé, comme on a vu avec la RDC, avec sa loi sur la sous-traitance. Non, une loi qui n'est pas limitée dans un secteur déterminé, mais qui a une vision holistique sur l'ensemble de l'économie nationale. Donc, une réflexion sur le contenu local devrait être envisagée de manière holistique, c'est-à-dire globale, afin de permettre aux États africains de mener une réflexion stratégique sur la question même du développement de nos pays. Donc, l'application de cette politique devrait se décliner dans différents secteurs d'activité et notamment dans le secteur extractif. La mise sur pied des stratégies dont l'objectif est de favoriser l'effet d'entraînement nécessaire à la transformation structurelle et à la diversification des économies nationales nécessite qu'il y ait une réflexion d'ensemble et pas une option en silo où chacun se serait limité à un secteur donné. Donc, il s'agit en substance de mobiliser ou de modifier le regard et la philosophie à la base de la gestion des industries extractives afin de faire de l'exploitation des ressources naturelles le moteur du développement d'autres secteurs de l'économie.
Certains États africains l'ont déjà compris et nous avons cité quelques exemples déjà l'autre jour. En plus des États qui sont considérés comme les plus avancés, qui ont des stratégies nationales de contenu local, nous avons cité d'autres États comme la Guinée, le Sénégal, pour ce qui est de l'Afrique francophone, ou encore du Nigeria, de l'Angola ou du Ghana, pour ce qui est de l'Afrique anglophone. Voilà. Voyons un peu ces différents exemples qui devraient en quelque sorte inspirer les autres États africains en termes de mise en place d'une politique nationale de contenu local qui concerne tous les secteurs d'activité et pas simplement un seul secteur. C'est vrai que vous me direz que c'est... Hier, on en a discuté. Quelqu'un a dit, et c'était une proposition qui n'est pas mauvaise en soi, qui a dit non, il ne faudrait pas tout embrasser en une seule fois. Il faut aller progressivement, essayer de l'adapter, d'adapter cette politique d'abord dans les secteurs, dans certains secteurs où ça pourrait facilement marcher, avant de l'étendre à d'autres domaines d'activité. Je dis c'est un point de vue, mais dans les pays qui sont aujourd'hui considérés comme les plus avancés en matière de mise en œuvre du contenu local, on se rend compte qu'il y a au niveau national une politique nationale de contenu local qui impacte tous les autres secteurs d'activité. Donc, voyons d'abord l'exemple du Sénégal et de la Guinée que nous avons évoqué pour ce qui est de l'Afrique francophone. D'abord, la Guinée. Nous avons évoqué le cas de la Guinée avec sa lettre de politique nationale du contenu local. Et le docteur Robinson faisait remarquer que finalement, cette lettre n'est pas arrivée à ses destinataires. Jusqu'à présent, prof. Voilà. Donc, sinon, dans l'ensemble, c'est une initiative qui est louable parce qu'une telle politique permet de mettre en place des actions gouvernementales robustes et coordonnées conformément aux objectifs de promotion et d'attraction des investissements poursuivis par le gouvernement. Ce document se traduit au niveau sectoriel par des politiques sectorielles. Donc, il y a une politique nationale et des politiques sectorielles dans chacun des secteurs d'activité. La gouvernance de la politique du contenu local est assurée en Guinée au niveau national par un observatoire et au niveau sectoriel par des comités sectoriels de pilotage. Vous voyez, on a mené là une réflexion, comme je le disais tantôt, holistique, c'est-à-dire globale, au niveau national, et puis on décline cette politique dans tous les secteurs d'activité. Et il y a donc un observatoire national du contenu local, et dans chaque secteur, ça peut être l'agriculture, l'exploitation forestière, ça peut être minière. Donc, dans chaque secteur d'activité, on a donc des comités sectoriels de pilotage pour s'assurer que les choses, peut-être que les quotas sont respectés, que les textes qui sont pris au niveau dans ce secteur d'activité sont respectés. Par exemple, les quotas en matière d'importation des intrants et autres sont respectés. Donc, faisant écho à cette lettre de politique nationale de contenu local, le ministère guinéen des Mines et de la Géologie a mis en place une lettre de politique de promotion du contenu local dans le secteur minier. Donc, il n'a fait que décliner la politique nationale à un secteur d'activité, notamment le secteur minier. Donc, il va de soi que le succès d'une telle politique de promotion de contenu local dépend de l'engagement de l'industrie minière dans sa mise en œuvre. En fait, quand je parle du secteur spécifique, ça va dépendre de manière générale de la manière dont chaque secteur d'activité ou alors chaque responsable de chaque comité de pilotage s'engage dans la mise en œuvre dans son secteur d'activité. Prenons le cas du Sénégal.
Nous avons dit que le Sénégal a également une stratégie nationale de développement du contenu local dans le secteur minier. Elle a été initiée par le ministre des Mines et de la Géologie, conformément aux recommandations communautaires de la CEDEAO. Vous voyez que peut-être le code minier de lui et moi le prévoit. Je n'ai pas regardé cet aspect, mais on nous dit que c'est conformément aux recommandations communautaires de la CEDEAO et de la vision du régime minier pour l'Afrique et aussi du plan Sénégal émergent. Donc, quoique limité au secteur minier, la stratégie nationale du développement du contenu local dans le secteur minier sénégalais est quand même assez intéressante. Donc, cette stratégie ambitionne, quand on lit son objectif stratégique numéro 4, on peut lire que la mise en place d'un comité national de suivi du contenu local. Donc, il y a effectivement un organe qui va se charger du suivi de la manière dont le contenu local est mis en œuvre dans ce pays. Donc, ce Comité national de suivi du contenu local, CNSCL, est un organe de supervision spécifiquement dédié au suivi et à l'évaluation des progrès en matière de contenu local. Ce qui est donc, comme je le disais, un exemple qui devrait inspirer les autres États africains. Prenons le cas pour l'Afrique anglophone, du Nigeria, du Ghana et de l'Angola, pour voir si également dans ces pays-là, il y a une stratégie nationale de contenu local avec des déclinaisons dans chaque secteur d'activité. D'abord, en ce qui concerne le Nigeria, le Ghana ou encore l'Angola, ces trois pays disposent des politiques relativement claires en matière de contenu local dans le secteur extractif. Donc, ces trois pays disposent des politiques de contenu local parmi les mieux élaborées et les plus ambitieuses d'Afrique, nous l'avons dit. Le Nigeria et le Ghana peuvent être considérés comme les seuls pays du Golfe africain véritablement engagés dans un processus global de réforme en s'inspirant de la vision minière africaine. Donc, je crois que la vision minière africaine devrait inspirer les États africains pour mettre en place des politiques globales. Donc, ces pays ont des ambitions, nous l'avons vu, au-delà de 50% de la part du local, que ce soit dans les intrants, les inputs du secteur minier. Et nous avons vu le cas du Ghana qui va très très loin en disant, en cas d'intrants 10% plus cher, il faut s'approvisionner. Néanmoins, il faut le faire localement. Donc, tout cela démontre la nécessité de mettre sur pied, au niveau national, une politique de promotion du contenu local applicable à tous les secteurs d'activité, comme l'industrie minière et forestière, l'agro-industrie, les travaux publics, les bâtiments et travaux publics, les marchés publics, et j'en passe. Donc, tout cela dans l'optique de maximiser les retombées économiques et sociales découlant des investissements dans ces différents secteurs. Donc, comme on l'a vu, la mise en place d'une politique de contenu local au niveau national présente quand même beaucoup d'avantages. Elle présente des avantages. Quels sont ces avantages? Les analyses indiquent que les sociétés minières ont une sensibilité variable par rapport aux problématiques du contenu local, en particulier des achats locaux en fonction de leur statut international, des substances qu'elles exploitent et des pressions exercées par les communautés riveraines sur la stabilité de leurs opérations. Donc, dès lors
L'absence d'un cadre harmonisé et des outils de suivi permettant d'encadrer les procédures et les attentes en termes de participation locale conduisent à une prise en charge très variée des problématiques de contenu local d'un secteur à l'autre. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que si on laisse à chaque secteur d'activité de déterminer ses exigences en matière de contenu local, vous voyez, on n'aura pas une législation harmonisée. On va par exemple dire dans le domaine de l'agriculture, on peut recruter jusqu'à 10% de la main-d'œuvre étrangère, alors que dans le domaine de la mine, on peut recruter jusqu'à 40% de la main-d'œuvre étrangère, ce qui fait des distorsions au niveau de la législation. Donc, le fait même déjà qu'il y ait une politique nationale de contenu local, ça crée une sorte d'harmonisation au niveau de la législation nationale. Donc, les politiques sectorielles de contenu local donnent l'impression qu'en plus des contraintes générales contenues dans le code des investissements, parce que les codes des investissements déjà prévoient un certain nombre d'exigences pour les investisseurs étrangers, mais ça donne l'impression qu'en plus de ces contraintes, l'État ajoute ou impose de nouvelles contraintes réglementaires dans le secteur concerné. Donc, s'il n'y a pas une politique nationale, on aura cette impression-là que, en plus de ce qui est déjà prévu dans le code des investissements, chaque secteur d'activité va encore décliner d'autres exigences, ce qui va laisser croire qu'on a trop de contraintes. Donc, l'avantage d'avoir une politique nationale de contenu local est qu'elle est le résultat d'une réflexion stratégique globale sur le développement économique du pays tout entier en mettant en place des organismes de contrôle et des sanctions en cas de non-respect. C'est ce que nous avons vu dans les pays que nous avons considérés comme étant les plus avancés. Il y a un observatoire national, il y a un organe qui se charge de veiller à ce que tout soit respecté au niveau national et puis au niveau local, il y a des déclinaisons avec des comités sectoriels, par exemple en Guinée, avec des organes dans chaque secteur d'activité qui s'assurent que les textes sont respectés, que les sanctions sont prises en cas de non-respect. Donc, à l'inverse, une politique, une approche purement sectorielle créerait de la disharmonie, comme nous l'avons dit, des chevauchements, voire parfois des conflits à cause du manque de concertation et de coordination intersectorielle entre les différentes administrations concernées par l'utilisation des terres. N'oublions pas que toutes les dynamiques de production ont pour support la terre. Donc, toutes les dynamiques de production des ressources naturelles ont le sol comme support de production. Donc, si nous n'avons pas un minimum de coordination, on peut arriver à des conflits, voire à des chevauchements, voire des disharmonies. Donc, en l'absence d'une politique nationale établie de manière concertée, on a l'impression qu'il existe parfois une concurrence entre les différents ministères sectoriels plutôt qu'une approche coordonnée pour parvenir à une efficacité maximale dans la gestion des terres et des ressources naturelles. Voilà, on ne devrait pas perdre de vue que toutes ces administrations poursuivent un même objectif, à savoir le développement du pays. Donc, le développement, c'est pour ça que j'ai dit la réflexion stratégique doit penser de manière globale le développement, pas simplement penser le développement par secteur d'activité. Il faut penser le développement de manière globale, de manière concertée. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour, en ce qui concerne cette première section sur la nécessité d'une politique nationale de contenu local qui se décline dans les différents secteurs d'activité par des politiques sectorielles. Nous avons montré les avantages qu'il y a à mettre en place une politique nationale et nous avons montré également les inconvénients qu'il y a à fonctionner par secteur d'activité. Des conflits, une sorte de concurrence et parfois, voilà,
des chevauchements. Donc, la section 2, ce sera donc les écueils à éviter, c'est-à-dire en quelque sorte les obstacles à éviter et les défis à relever dans la promotion et la mise en œuvre du contenu local en Afrique. Alors, pour une mise en œuvre réussie du contenu local en Afrique, les États doivent relever certains défis. Un défi, c'est un challenge ou une épreuve, ce qui suppose un obstacle à surmonter. Alors, quels sont ces obstacles auxquels la promotion du contenu local doit faire face aujourd'hui? Nous les avons examinés dans le chapitre 2. Mais on peut quand même essayer d'envisager, en guise de perspective, examiner ce qu'il y a lieu de faire et au besoin faire quelques propositions. Donc, premièrement, les États doivent, par exemple, renforcer leur cadre juridique et institutionnel. Nous avons longuement insisté là-dessus. Nous avons vu un engagement contrasté des États, où il y a quelques États qui sortent du lot, alors que la grande majorité est à la traîne. Donc, il faut renforcer les cadres juridiques et institutionnels. Deuxièmement, les États doivent également appliquer de manière complémentaire la notion de contenu local avec celle de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Nous allons le voir tout à l'heure. Troisièmement, les États africains doivent éviter des contenus de contenu local, je vais dire des politiques de contenu local trop ambitieuses, voire paralysantes. Sinon, ça pourrait plutôt produire des effets pervers au lieu d'atteindre les objectifs fixés. Quatrièmement, enfin, ce que nous verrons, il faut éviter que le contenu local soit détourné de son objectif pour servir des intérêts égoïstes. Donc voilà les 4 obstacles à éviter que nous avons recensés pour une meilleure mise en œuvre du contenu local. Donc commençons tout de suite par la nécessité pour les États de renforcer leur cadre juridique et institutionnel. Pour ce qui est du cadre juridique, nous avons clairement relevé dans le chapitre 2 la faiblesse des engagements des États. Nous avons parlé d'un engagement contrasté. Nous avons également évoqué l'absence de sanctions en cas de non-respect des obligations légales qui sont prévues en matière de contenu local. Et à cet effet, les États doivent donc renforcer leur présence dans le secteur minier en augmentant déjà leur prise de participation dans les entreprises extractives, parce que nous avons vu que le fait que l'État prenne des participations, ce n'est pas simplement pour des besoins économiques, c'est aussi pour être présent dans la mine, pour avoir un œil sur ce qui se passe, pour s'assurer que tout se passe bien. Parce que parfois, on se rend compte qu'on abandonne la mine à l'exploitant qui fait ce qu'il veut. Donc l'État doit être plus présent, que ce soit déjà en prenant des prises de participation et en étant plus présent dans la mine. Et on a, par exemple, des États comme le Botswana qui ont des prises de participation d'au moins 50% dans toutes les activités d'exploitation minière ou pétrolière. Donc, cette prise de participation renforce la présence de l'État. L'État a quand même, nous avons vu que parfois la première prise de participation, elle est gratuite et pour aller au-delà d'un certain quota, d'un certain pourcentage, il faut que ce soit à titre onéreux. Donc, l'État ne va pas injecter de l'argent et puis ne pas être présent pour s'assurer que tout marche bien, que voilà, donc c'est un élément important, renforcer la présence des États dans le secteur minier de manière globale. Les obligations de contenu local édictées à l'encontre des exploitants miniers doivent être assorties de sanctions rigides
en cas de non-respect. Sinon, comme nous l'avons vu, la loi restera lettre morte. Nous avons vu que la plupart des engagements ne sont pas assortis de sanctions. Alors, dans ce cas, ce ne sont plus des règles de loi, ce sont plus des règles de droit. On sait que, c'est vrai, on sait que la sanction n'est pas une condition de validité de la règle de droit, mais c'est quand même une condition d'efficacité de la règle de droit. Voilà. Donc, il faut renforcer également, les mécanismes de contrôle des obligations des entreprises minières. Ça, c'était en ce qui concerne le cadre juridique. Il faut donc renforcer le cadre juridique pour une meilleure implication ou pour une meilleure présence des États dans les activités extractives. Il faut également renforcer de l'autre côté le cadre institutionnel. Il faut mettre sur pied des institutions qui sont chargées du suivi et de la mise en œuvre du contenu local, comme on l'a vu dans la plupart des pays considérés comme étant les plus avancés. Il faut des organes qui se chargent spécifiquement du contenu local, des observatoires, comme on l'a vu en Guinée. Voilà, nous avons pris l'exemple de la Guinée, où la gouvernance de la politique du contenu local est assurée par un observatoire au niveau national et au niveau sectoriel par des comités sectoriels de pilotage. Donc, il faut également des réformes au niveau institutionnel, créer de nouvelles institutions qui se chargent spécifiquement de suivre la mise en œuvre du contenu local, que ce soit au niveau national ou au niveau local ou sectoriel. Nous avons également pris le cas du Sénégal, qui a un comité national de suivi du contenu local, qui est un organe de supervision qui s'assure de la manière dont les textes de loi sont appliqués, des progrès qui sont réalisés en matière de mise en œuvre du contenu local. Donc, nous avons également, dans nos développements, évoqué le cas de quelques pays tels que le Congo, la Côte d'Ivoire, qui, n'ayant pas mis en place des politiques nationales, certes de contenu local, mais qui ont créé, par exemple, des commissions d'agrément pour les sous-traitants. Ça, c'est par exemple le cas du Congo. Donc, là, c'est pour évoquer l'aspect institutionnel. Il faut créer des organes qui s'assurent de la mise en œuvre. Donc, en plus de la nécessité de renforcer le cadre juridique et institutionnel, il faut appliquer, nous l'avons dit, le contenu local de manière complémentaire avec la responsabilité sociale des entreprises. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, généralement, le contenu local est considéré comme l'aspect contraignant de la responsabilité sociale des entreprises. Le contenu local est considéré comme l'aspect contraignant de la RSE. Parce que dans la RSE, on fait ce qu'on appelle des incitations. On incite les entreprises minières à faire telle ou telle chose, à créer un centre de santé, un hôpital, une route, voilà, une infrastructure, un point d'eau. Voilà. Ce sont des initiatives volontaires, on les incite à le faire. Or, dans le contenu local, ce sont des obligations juridiquement sanctionnées. C'est pour ça que nous disons qu'il faut appliquer les deux de manière complémentaire. Le fait qu'on mette en place des politiques de contenu local ne doit pas empêcher les entreprises minières à aller au-delà de ces obligations légales et faire des actions caritatives, des actions purement volontaires qui rentrent donc dans le cadre de la RSE. Donc, en plus des obligations légales, il faut permettre aux entreprises minières d'aller au-delà de ce que prévoit la loi pour leur permettre de réaliser des actions volontaires. Sinon, les entreprises extractives verront leur marge de manœuvre drastiquement réduite à une simple mise en conformité de leurs actions avec la réglementation locale. Ah ouais.
Donc, si on ne les incite pas à faire de la RSE, elles vont simplement se limiter à ce que prévoit la loi. N'oublions pas, ce sont des entreprises. Elles sont là pour faire du profit et non pour faire de la philanthropie. Et donc, il faut les inciter. Donc, peut-être des incitations peuvent être fiscales, ça peut être des incitations. Voilà. Il faut penser à un mécanisme complémentaire. Déjà, au moins, il faut que le minimum qui est prévu en matière de contenu local soit respecté. Et puis, donc, on les incite par d'autres mécanismes à pouvoir faire au-delà de ce que prévoit la loi. Donc, très souvent, les les stratégies de contenu local développées sont considérées par les entreprises comme une simple mise en conformité avec la réglementation locale. Donc, d'où la nécessité donc, de promouvoir également la RSE comme un engagement fort et volontaire auprès des gouvernements, des multinationales, des populations locales. On sait que la RSE laisse une certaine marge de manœuvre aux entreprises, notamment les plus vertueuses et les plus à même de promouvoir la localisation de l'industrie extractive. Alors, comme autre chose, un autre écueil à éviter dans la promotion et la mise en œuvre du contenu local en Afrique, nous avons dit qu'il faut éviter des politiques de contenu local trop ambitieuses. Il faut éviter des contenus locaux trop ambitieux. C'est le grand trou. Comme nous l'avons relevé, les exigences de contenu local peuvent être si ambitieuses que les sociétés extractives ou les entreprises minières rencontrent des difficultés à remplir leur cahier de charges. On l'a vu par exemple dans certains pays tels que le Brésil, où, soucieux de bénéficier le plus possible de ses revenus pétroliers face aux réserves non négligeables découvertes au large de ses côtes, le pays a instauré des exigences de contenu local parmi les plus élevées au monde, les plus exigeantes, les plus élevées à travers le monde. Le Brésil. Selon cette politique, 95% de la chaîne d'approvisionnement pétrolière devait être locale à l'horizon 2017. Voilà ce que prévoyait la loi sur le contenu local au Brésil. Vous avez fixé un horizon de 2017, au bout duquel 95% de la chaîne d'approvisionnement pétrolière devrait être locale. Donc, ces ambitions, aussi légitimes soient-elles, conduisent à des aberrations. Le marché de l'emploi local et les fournisseurs locaux ne sont pas à même de satisfaire les besoins énormes des compagnies pétrolières. Le choix des fournisseurs se fait sur des critères de nationalité et non de compétences ni de prix. Donc, ces exigences conduisent plutôt à un contexte général inflationniste. C'est le résultat auquel on a assisté au Brésil. Donc, ces exigences ont plutôt conduit à un contexte général inflationniste au Brésil. Et le Brésil est aujourd'hui l'une des zones les plus chères au monde, du moins en ce qui concerne les entreprises pétrolières. Donc, tout cela pour montrer qu'il faut quand même être mesuré. Ce sont des ambitions légitimes d'assurer sa souveraineté sur ses ressources naturelles, de bénéficier pleinement de la rente, mais il faut être mesuré. Il y a un auteur qui disait le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où aller trop loin. Donc, il faut rester mesuré. Dans le même sens, si l'on peut reprocher à la politique ghanéenne en matière de contenu local son réalisme handicapant, donc certains ont estimé que
le fait, par exemple, pour le Ghana, de dire que même si les matières premières, les intrants miniers sont 10% plus chers, on doit s'approvisionner en local, ça peut être paralysant, voire handicapant, et amener même les entreprises à contourner la loi pour, de manière frauduleuse, faire entrer ces intrants dans le processus d'exploitation des ressources minières. Or, si on avait fixé un seuil raisonnable en disant, bon, si c'est 5% ou 2% Mais, plus cher, mais on... Oui, bon, ben, il se oui, trouve que même si on fixe à 0%, les entreprises qui opèrent en Afrique là, veulent toujours éviter, veulent toujours éviter, éviter ces obligations. localement. Oui. Et donc, le Ghana a voulu, une fois pour toutes, les dissuader en disant, voilà, c'est une façon de dire, vous vous approvisionnez localement ou rien, ou alors vous restez sans matière première. Donc, c'est une façon aussi, peut-être, de tout faire pour qu'il y ait un tissu local, à même de fournir tous les intrants. C'est quand même assez ambitieux et certains ont trouvé cela quand même assez handicapant. Dans toute proportion gardée, il faut garder les pieds sur terre et rester réaliste. La mise en œuvre des politiques de contenu local très offensives doivent tout de même être réalistes. Ce qui, si les politiques de contenu local sont réalistes, cela provoquera indéniablement le développement du tissu industriel local. Donc, c'est légitime de fixer des seuils très élevés, mais on a vu vraiment des effets pervers de cette politique-là au Brésil. Et donc, la place brésilienne aujourd'hui est considérée comme l'une des plus chères au monde pour les compagnies pétrolières. Mais prof, dites-moi, est-ce qu'on ne peut pas aussi associer quand même les entreprises du secteur à la conception de notre politique sur le contenu local, tout au moins aux discussions? Oui, oui. En fait, moi, je dis, comme j'ai dit hier, je note toutes les propositions. C'est une bonne proposition, bien sûr. Il faut bien qu'on les associe dans cette politique. On crée en quelque sorte leur adhésion déjà au projet. Quand elles sauront qu'elles ont pris part à la table de discussion et qu'elles ont donné leur accord, elles seront même obligées, en quelque sorte, d'appliquer ce qui a été arrêté. Donc, ce serait une bonne chose de les associer dans la détermination des politiques de contenu local. C'est une bonne chose. Peut-être dans les organes même qui sont chargés du suivi et de la mise en œuvre, qu'on crée par exemple des représentants des entreprises. Ce serait une bonne chose. Oui. Que les entreprises soient pleinement impliquées, les entreprises minières. Alors, quatrième écueil à éviter que nous avons évoqué, nous avons dit que dans la promotion et la mise du contenu local en Afrique, il faut éviter que le contenu local soit détourné de son objectif premier. Et là aussi, on va le dire, on a vu des exemples concrets. Alors, grand 4, donc c'est le paragraphe 4, nous avons dit qu'il faut éviter de détourner le contenu local de son objectif pour des intérêts égoïstes. Le contenu local peut parfois donner lieu à des comportements peu responsables. Donc, sous prétexte de faire bénéficier à des acteurs locaux des retombées financières en matière d'exigence locale pour les projets miniers, dans les faits, cela peut servir à masquer des pratiques de corruption
Donc, le fait de dire que, par exemple, on doit s'approvisionner localement, on doit sous-traiter avec une entreprise locale, cela peut cacher des pratiques de corruption. Et là, on le dit avec un exemple concret qu'on a vécu. Donc, par exemple, on peut avoir un fonctionnaire corrompu qui, de manière subtile, peut, pour s'assurer, en fait, de manière subtile, il va dire, ce fonctionnaire chargé, par exemple, d'attribuer un marché, va dire qu'il se conforme aux exigences de contenu local et favorise telle ou telle entreprise au nom du contenu local, alors qu'en réalité, c'est des entreprises dans lesquelles il a une participation. Ou alors, c'est des entreprises pour lesquelles il a pris un pot de vin. Donc, ça, il faut éviter de détourner ces objectifs de contenu local de leur objectif premier pour servir des intérêts égoïstes. Donc, l'Angola s'est récemment révélé tristement dans ce genre de comportement avec plusieurs hauts dignitaires angolais qui avaient été mis en cause pour des cas supposés de corruption. Donc, ces hauts dignitaires angolais possédaient des participations dans une société sous-traitante pétrolière, c'était une entreprise pétrolière, et ils avaient, ces hauts dignitaires, sous le couvert d'exigences de contenu local, imposé la participation de leur entreprise à un projet pétrolier. Alors que si on mettait sur la balance toutes les entreprises locales ou nationales, ce n'est pas forcément leur entreprise qui devait passer. Donc, sous le prétexte du contenu local, ces dignitaires ont pris des participations dans des entreprises et ont imposé ces entreprises dans un projet minier. Donc, le conflit d'intérêts et le procédé étaient si grossiers qu'il était difficile de ne pas voir dans ce genre de comportement une tentative de détourner une partie des revenus pétroliers au bénéfice, aussi indirect soit-il, de ces différentes dignités. Donc, un écueil donc à éviter, il faut éviter de détourner les politiques de contenu local de leur objectif premier pour servir des intérêts égoïstes. Donc, de manière globale, je crois que c'est ce qu'on pouvait dire. Donc, je vais conclure et puis on va mener une discussion, ou alors on peut d'abord discuter avant la conclusion générale sur tout ce que nous avons dit déjà concernant ce chapitre, et puis on pourra élargir la discussion sur l'ensemble du cours. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre. Donc nous avons dans ce chapitre évoqué la nécessité de mettre en place au niveau national une politique nationale de contenu local qui se décline dans chaque secteur d'activité. Et nous avons, dans la section 2, évoqué les écueils à éviter, ce qu'il faut éviter. Nous avons dit qu'il faut éviter, par exemple, d'avoir des cadres juridiques trop contraignants qui pourraient produire des effets pervers. Il faut renforcer, certes, le cadre juridique et institutionnel, oui, mais ne pas avoir des politiques totalement lunaires. Il faut appliquer le contenu local de manière complémentaire avec la RSE. Il faut éviter de détourner le contenu local de son objectif et de servir des intérêts égoïstes. Donc voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Ben, certainement, prof. Ça peut pas marcher. Prof, j'ai une question. Oui, allez-y, M. Allô? Basenga. Oui, alors moi, je voudrais savoir, cher monsieur le professeur, à votre avis, quelle est
si vous voulez, parce que dans toutes les explications que vous nous avez émises, vous avez fournies, on semble voir une nette démarcation des pays africains anglophones quant à Oui. la mise en œuvre et même dans le respect en réalité de l'application, pardon, et du respect de la promotion et du contenu local, je veux dire. Mais à votre avis, quelle est la différence ou qu'est-ce qui justifie que les pays francophones ne soient dévancés par des pays anglophones? J'ai plutôt l'impression que les pays anglophones sont un peu plus au fait. Alors, j'aimerais un peu savoir, en trame de fond, qu'est-ce qui pourrait Ouais. justifier cette inégalité, en fait? Mais Ou simplement, Je c'est crois que nous l'avons, oui, je crois que nous l'avons dit hier. C'est tout simplement un état d'esprit. Nous avons dit c'est à ce niveau qu'il faut agir. Vous savez, les anglophones ou de manière globale, ils sont parfois, ce sont des gentlemen. Ils sont parfois assez carrés, assez directs dans leur manière d'agir et je crois que ça se reflète aussi dans leur façon de gérer, dans leur façon d'agir. Je crois que c'est un état d'esprit et mais peut-être, oui, Ben oui, prof. Et ça m'amène à la suite, justement, la suite de sa remarque-là, à croire que les pays francophones là ne connaissent pas faire les affaires. Ça, vraiment, j'ai la faiblesse à croire que les pays, parce que quand je regarde les pays francophones là, j'ai comme l'impression qu'ils ne connaissent pas faire des affaires. Ils sont plus portés vers tout ce qui est administratif, toutes ces lourdeurs-là. peut-être Hein? ce sont aussi les vestiges de la colonisation. Mais N'oubliez pas, quand on fait tout à fait. l'histoire, on nous montre que il y a l'un qui appliquait la politique de l'indirect rule, c'est-à-dire qui créait pour les anglophones déjà une certaine autonomisation. Ça leur permettait d'être autonomes, alors que l'autre, au niveau des francophones, c'était une politique d'assimilation pure et simple. Donc, peut-être c'est Vous aussi voyez, des vestiges. prenez l'exemple du nouveau président américain, la Trump. Oui. Vraiment, il se comporte à la présidence comme un chef d'entreprise carrément. Ah oui. Carrément comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire que pour le pays, la direction du pays, là, c'est du business. Business, business. Il faut que l'argent entre dans le pays. Il imagine toutes sortes de moyens pour que les affaires marchent bien pour les États-Unis. Ouais. Donc, voilà un peu. Et puis, le Canada n'est pas très loin des États-Unis de ce point de vue. C'est aussi un pays qui, affaire sur affaire, tout est affaire, même si on va beaucoup respecter le droit et tout ça. Mais vraiment, le climat est tel que les affaires doivent prospérer. C'est ça. C'est une remarque assez pertinente, oui. Les meilleurs, malheureusement, sont les anglo-saxons. C'est un état d'esprit, c'est une façon de faire. Voilà. Les autres doivent copier. Oui, prof, Oui. relativement aux avantages de l'adoption d'une politique nationale de contenu local, lors du déroulé de cette partie, j'ai eu l'impression de ne pas voir des avantages, mais plutôt un avantage qui a été D'accord. précisé ici en disant que c'est le résultat que l'avantage est d'avoir une politique, c'est le résultat d'une réflexion stratégique globale sur le développement économique du pays en mettant en place des organismes de contrôle et des sanctions en cas de non-respect. Mais à part cette phrase, je n'ai pas pu identifier un autre avantage que représenterait le contenu local pour, pour l'Afrique. Nous avons dit que quand il y a une politique nationale de contenu local, alors cela a comme avantage d'éviter qu'il y ait des conflits, qu'il y ait parfois de la concurrence entre les différents ministères sectoriels. Donc, la stratégie est pensée de manière cohérente au niveau national et on pense de manière globale je vais dire, le développement et pas simplement de manière. Donc, nous avons essayé de montrer ces différents avantages. Les avantages
il y en a plusieurs en matière, quand la politique est pensée au niveau national. Ça évite, comme nous avons dit, ça évite des conflits, ça évite la concurrence, ça fait que la politique, elle est globale, elle est nationale et elle se décline par la suite. Nous avons dit, voilà, je retrouve la page là, voilà. On dit ça évite la disharmonie, des chevauchements, des conflits qui seraient nés par manque de concertation ou de coordination intersectorielle. Donc, l'avantage, c'est d'avoir une politique nationale contenue locale qui serait le résultat d'une réflexion globale sur le développement économique de manière globale du pays, en mettant donc en place des organismes et des sanctions. Mais vous l'avez dit, il y a quelqu'un qui a dit que non, c'était mieux qu'on procède plutôt de manière sectorielle et en avançant également des arguments. J'ai dit, bon, c'est pas mauvais. On peut également commencer par les secteurs où on va facilement faire accepter ces politiques et puis étendre progressivement. C'est une façon de voir aussi. Mais quand nous voyons les pays les plus avancés dans le domaine, il y a toujours au niveau national une politique de contenu local qu'on décline par la suite en politique sectorielle dans d'autres domaines. Ok, donc le second avantage serait les dysfonctionnements et autres qu'évite l'approche globale au détriment de l'approche sectorielle. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Nous sommes même allés jusqu'à prendre un exemple concret en disant, n'oubliez pas, toutes les dynamiques de production ont comme support de production la terre. Donc, vous voyez par exemple, s'il n'y a pas au niveau national cette politique concertée, on peut avoir des conflits au niveau de la gestion de la terre. Imaginez une réserve, je vais dire un espace peut être prévu pour une réserve forestière par exemple. Dans le même temps, le ministère de l'Agriculture convoite le même espace pour l'agriculture et en même temps, il y a une mine en dessous, il faut l'exploiter. Ben, qu'est-ce que vous faites? Si on n'a pas pensé le développement de manière globale, chacun va se retrouver à convoiter le même espace. C'est pour ça que j'ai dit, toutes les dynamiques de production ont comme support le sol. Et donc, s'il y a pas, si on décide de laisser un espace pour tel ou tel projet, alors tout le monde le sait et puis personne ne va plus s'aventurer à y aller de manière individuelle. Donc, voilà, en quelque sorte, ça évite des conflits, ça évite tout cela. Voilà. D'accord, merci, Prof, prof. je voulais poser une question. Oui. Pour moi, parce que je ne me sens pas relever l'aspect langage aussi. Parce que l'aspect langage aussi a un impact très, très, très significatif aussi sur le développement local. Parce que vous voyez que les multinationales qui arrivent, souvent sont des anglophones. Mais souvent dans nos pays ici francophones, pour trouver quelqu'un à la base qui est en train de parler l'anglais, souvent c'est dans l'avantage de celui qui vient investir. C'est que moi je veux, l'aspect langage est en train aussi d'affaiblir les communautés locales. Je ne sais pas si vous pouvez relever aussi cet aspect, parce que nous, on a travaillé avec des multinationales, mais même dans une réunion, tout ça, vous voyez qu'ils imposent leur langue. Même vos idées, c'est difficile même d'arriver chez eux. Jusqu'à tel point on s'est forcé pour qu'on commence à parler aussi langue. Mais au niveau de l'État, souvent, c'est là où il y a un problème. Les gens qui discutent avec ces gens, ils ont un problème de langage. Des fois, les interprètes ne se passent pas dans la direction, et ils profitent du langage et puis des conditions, et puis à la fin, c'est les communautés locales qui souffrent. Pour moi, l'aspect langage aussi, sur les Africains, a un impact significatif sur ce que je voulais relever. Je crois que les populations doivent veiller à cela, ou même la société civile. C'est son rôle aussi.
de veiller à ce que les populations comprennent les tenants et les aboutissants de tel ou tel projet. Pour ça, par exemple, quand on réalise des études d'impact environnemental et social, il y a ces traducteurs. On met le document à la disposition des populations avec traduction. Il y a quand même une langue nationale pour le pays. Et le document ne peut pas être dans une langue étrangère, non. Nous sommes quand même dans un État qui a ses règles, qui a sa langue, et on doit traduire le document dans la langue locale. Et au besoin, avoir des traducteurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui va à l'école, surtout dans les zones reculées, les campagnes. Donc, c'est un aspect très, très important. Donc, l'accessibilité des populations aux documents, ce n'est pas seulement l'accès physique. Si on a accès aux documents physiques qui est écrit dans une langue étrangère, vous ne comprenez rien. Donc, il faut aussi, pour l'intelligibilité, la compréhension des populations, pouvoir leur permettre déjà d'avoir le document dans la langue locale et ensuite mettre en place des traducteurs ou des gens qui vont leur expliquer terre à terre. Sinon, l'acceptabilité sociale du projet n'est pas assurée. Les populations n'ont pas compris de quoi il est question et ne peuvent donc pas donner un consentement libre et éclairé pour pouvoir participer. Vous avez vu le thème sur la participation. On ne peut valablement participer que si l'on a compris de quoi il est question. Et on ne peut pas comprendre si c'est dans une langue étrangère. Donc, c'est un aspect important, il faut y veiller. Ça favorise l'acceptabilité sociale du projet. Il faut y veiller. Alors, une autre observation. Prof, moi je Alors, suis s'il n'y a même pas allé. de Oui, prof. questions, je vais donc J'ai une réaction, prof, une essayer de réaction. conclure. Oui. Oui, mais moi je suis même allé jusqu'à penser qu'il faut peut-être créer un ministère du contenu local. Oui. Allons-y. C'est-à-dire, vraiment compte tenu du caractère stratégique Oui. du contenu local et de ce que la contribution de ce secteur, ne serait-ce qu'au niveau économique, je me suis dit que peut-être que ce serait bon pour ces pays miniers et pétroliers africains là, de créer carrément un ministère du contenu local. Et ben, on a bien vu qu'il y a des structures qui sont mises, mais pourquoi pas un ministère qui va Oui. impulser une véritable dynamique. Bon, Oui. c'est juste des Oui, réflexions. Hein. tout à fait. Et comme on l'a dit, le contenu local ne concerne pas seulement le secteur minier, c'est tous les secteurs d'activité de l'économie. Donc, si on veut vraiment penser stratégique, franchement, de tous les secteurs de l'économie, ce serait pas mal. Les bâtiments et travaux publics, l'agriculture, l'agroforesterie, les mines et tous les autres secteurs, il faut qu'il y ait une vraie politique de contenu local si nos pays veulent vraiment Tout se à fait. développer. C'est vraiment un levier de développement. Et voilà, et qui produit des résultats ailleurs, pourquoi pas chez nous? Donc, c'est quand même quelque chose de très, très, très important. Il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Vous voyez, même au niveau africain, il y a la vision minière africaine qui a des déclinaisons en termes de contenu local. Ce qui est important, et quelqu'un a évoqué hier la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est très important. Ça appelle à des réflexions plus approfondies. Questions, observations?
Prof, est-ce qu'on ne va pas se réveiller dans 10 ans, 20 ans, trouver un autre concept? Parce que, bon, ça semble intéressant, mais du coup, on constate que ceux qui l'ont inventé, il y a certains pays dans lesquels ce n'est pas appliqué, enfin, où ce n'est plus appliqué. Bon, je suis un peu... Ben, c'est ça. Mais les concepts, quelqu'un disait que les concepts sont le reflet. Que la dose est bonne, prof. Voilà, je Le disais que contenu local est bien dosé, l'enseignement est bien dosé. Je disais que quelqu'un disait que les concepts ne sont que le reflet d'une société à un moment donné. Donc, ça peut évoluer les concepts, mais ce qu'on, je vais dire le contenu, l'idée qui est derrière le concept, lui, il ne va pas changer. Il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de faire développer nos États africains, de trouver des stratégies pour inverser la tendance qui a longtemps été la dépendance de nos États africains vis-à-vis de l'extérieur. C'est tout simplement cela. Comment on fait pour se développer? C'est ça. On met en place des politiques de contenu local qui limitent l'importation massive des intrants, qui limitent l'importation de la main-d'œuvre, qui favorisent le transfert de technologies, qui favorisent la formation de la main-d'œuvre au niveau local. Voilà, c'est ça, c'est des questions autour du développement. Comment on fait pour se développer? Donc, même si on change le concept, le contenu va rester. Comment on va faire pour se développer? On va l'appeler autrement, mais n'en déplaise, il n'en demeure pas moins que on va toujours faire recours à ces stratégies-là. On va toujours penser des stratégies pour se développer en faisant en quelque sorte un protectionnisme, je veux dire un souverainisme, une préférence nationale. Ça existe dans tous les États. Dans tous les États, il y a toujours la préférence nationale. Même si ce n'est pas de manière très poussée. Même ici en France, ben, pour justifier, pour recruter un étranger, il faut une autorisation de travail. Alors ça, c'est quoi? C'est pas la préférence nationale. C'est une façon de dire, vous ne pouvez pas laisser un national et aller recruter un étranger. Il faut justifier pourquoi vous recrutez un étranger alors qu'il y a des nationaux. C'est ça, en fait. Donc, qu'on change les thèmes, qu'on le dise ou pas, ben, on va faire comment pour se développer? Quelle est la stratégie qu'on met en place pour se développer? C'est tout. Et vous allez voir, comme on l'a dit depuis l'autre jour, c'est des pays en développement qui mettent en place ces politiques. On a vu le cas du Brésil aussi, c'est les BRICS. C'est des pays qui ont encore besoin de se développer. Et donc, c'est ça la réflexion autour du développement. Oui, il y a une main qui est levée. Léna veut parler. Oui, oui, professeur. Vers votre conclusion, là, vous avez dit que les communautés aussi peuvent s'impliquer pour le suivi de cette affaire, de ce Est-ce que concept Léna de nous contenu. écoute? Vous ne l'entendez pas? Allô? Oui, moi je vous Moi, je ne entends. vous Hein. écoute pas. Ah, Il me semble que vous parlez. Est-ce que c'est Oui, c'est bon d'accord, maintenant. ok. Je disais ceci. Vous aviez parlé de l'implication des Oui, communautés là, euh, c'est bon maintenant. dans l'application du contenu local. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Vers quelle juridiction une communauté qui se sent lésée par une entreprise qui n'engage pas les locaux, qui n'utilise pas l'approvisionnement local, vers quelle juridiction elle peut se tourner si elle veut poursuivre cette entreprise-là pour faire appliquer le concept de contenu local? Merci, c'est une question quand même assez difficile. Jusque-là, on n'a pas prévu. Ça dépend de la législation de chaque État. Est-ce que la législation permet des actions de groupe, ce qu'on appelle ailleurs des class actions, pour permettre à une communauté dans sa globalité de pouvoir saisir le juge? On l'a vu avec le peuple Ogoni au Nigeria, dans l'affaire Serra contre Nigeria, que le docteur Robinson a évoqué. Donc, il faut que le droit interne permette cette participation collective, permette à une communauté de pouvoir saisir le juge. Sinon, nous sommes
tous juristes, on sait que pour agir en justice, il faut avoir une condition pour pouvoir agir en justice, sont réunies. On peut saisir le juge. Bon, peut-être pas, ça dépend aussi de quelle juridiction il faut, en fait, devant quelle juridiction il faut agir. Est-ce que c'est des juridictions nationales ou des juridictions peut-être nationales, institutionnelles, ou alors des juridictions arbitrales? Tout ça, ça dépend. Bon, je crois que c'est chaque État qui va déterminer les mécanismes pour pouvoir agir en justice. Je ne sais pas comment ça se passe dans chacun des pays africains, si les mécanismes, si la loi permet qu'un groupe puisse exercer une action de groupe, des class action, est-ce que, voilà, ça dépend vraiment. Peut-être les autres peuvent nous dire comment ça se passe dans leur pays, si la loi le permet, voilà, de saisir, de faire des actions de groupe. Et comme vous voyez, c'est toujours des actions qui viennent d'ailleurs. Le nom, déjà, class action, c'est des anglo-saxons, c'est des Américains. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut bien contribuer avant que la main levée? Il y avait une main levée. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut bien d'abord réagir? Il y a 2 mains levées. Alors, je donne la parole à Bali Bazemo, qui a d'abord levé la main. Après, je vais passer à notre Merci, ami Franck. Bako. En fait, en matière de pratique judiciaire et juridictionnelle, là, ça a toujours été le cas. Les anglo-saxons sont beaucoup plus en avant sur les pays francophones. Maintenant, par rapport à la question qui a été posée par notre éminente participante, je pense que ce que vous avez donné comme contribution, moi, je trouve que ça semble être c'est beaucoup plus juste parce que ça va dépendre de ce que chaque législation prévoit lorsqu'elle s'intéresse donc au contenu local. Et d'ailleurs, généralement, même si ce n'est pas dans le cas du contenu local, lorsqu'il y a une violation constatée en matière de réglementation, on essaie de voir, voilà, la violation alléguée, et puis bon, voilà, on exerce les mécanismes qui permettent à la partie intéressée, donc, voilà, d'entrer dans ses voies. D'accord. Maintenant, bon, moi, j'avais juste une question, parce que jusque-là, on était dans un processus de communautarisation, ou si vous voulez, d'interdépendance, à travers donc la création des espaces communautaires. Je crois que dans le cas de votre module, on a parlé de la ZLECAF. Mais il se trouve qu'actuellement, on est en train de reculer pour aller vers le particularisme, c'est-à-dire que pour ce qui concerne donc le contenu local, chaque pays essaie de forger un certain nombre d'obligations, d'engagements que les entreprises sont appelées à respecter. Alors, je me demande bien quelle va être vraiment la contribution des systèmes d'intégration pour la promotion donc, du contenu local pour le futur. Alors, si j'ai bien compris votre question, vous dites que pour l'instant, on revient au particularisme au lieu de mener des politiques beaucoup plus globales. Donc, vous dites que la ZLECAF, ça recule, je n'ai pas bien compris. Oui, je disais que c'est une chance qu'on reste toujours dans l'entraide, dans la coopération, dans l'intégration. Mais avec la géopolitique actuelle, là, je vois bien que chaque État essaie aussi de se détacher de cette entraide-là pour aller vers le particularisme. Donc, je me pose bien la question, quel va être l'avenir du contenu local, en tout cas, en ce qui concerne donc l'intégration, les systèmes d'intégration. Je vais essayer quand même. Alors, il est évident que c'est quand on... Si plaît, tous les États africains renoncent à ces mécanismes... Oui, prof, j'ai une question qui va dans le même sens. C'est-à-dire, les États qui mettent en avant, si vous voulez, leur protectionnisme
pour peut-être mieux protéger leurs produits locaux. Qu'adviendrait-il des politiques de sous-régionalisation si chaque État se mettait à mettre en avant ses produits locaux ou, enfin, est-ce que le contenu local pourrait, dans une certaine mesure, être plus profitable à un groupement d'États, dans le cas de la sous-région par exemple, ou profiterait simplement aux États à titre individuel? Je crois que le fait de l'étendre au niveau de la sous-région, ce serait une bonne chose. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est quand on est nombreux qu'on est fort. Quand on se met ensemble, on est plus fort. Et quelqu'un a évoqué le cas de la ZLECAf hier, et je disais que si les 54 États africains se mettent ensemble et remettent en cause ou dénoncent les accords de l'OMC et font prévaloir les dispositions de la ZLECAf sur l'OMC, alors leur voix va beaucoup plus porter que si ça avait été la voix d'un seul État. Donc forcément, nous avons dit, et même dès la première séance, que nous devons procéder à une certaine hiérarchisation de ce qu'on entend par local. Le local doit commencer dès la zone d'exploitation du projet minier et puis s'étendre au niveau national. Si on n'a pas trouvé dans la localité même où le projet est implanté, peut-être de la main-d'œuvre compétente, on étend au niveau national. Après, s'il n'y a pas un national, on l'étend au niveau sous-régional. Après, au niveau africain, de manière globale. Donc, il faut à chaque fois essayer d'élargir la zone d'influence ou la zone du local pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et donc, de ce point de vue, euh, euh, les politiques de régionalisation seraient la bienvenue. Ensemble, on est plus fort et on peut ensemble faire des choses plus importantes et se faire entendre, imposer notre point de vue, notre voix face aux autres qui sont plus forts. Donc, c'est ça, en fait, c'est le combat. C'est pour pouvoir donner une alternative au combat asymétrique qui a souvent opposé les États africains aux États du Nord. Donc, un seul État ne peut pas faire le poids. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir imposer des règles communes qui, forcément, donc, seront respectées par ces États du Nord. Ou alors leurs entreprises multinationales qui parfois ont des budgets qui dépassent largement les budgets de nos États africains. Donc, on a des multinationales très puissantes dont les budgets sont 4, 5 fois, 6 fois ceux de nos États africains. Donc, on ne peut pas faire le poids face à eux. Il faut bien qu'on se mette ensemble pour pouvoir parler d'une seule voix en disant non, si vous venez dans notre zone, voilà les règles. La vision minière prévoit ceci, tous les États ont adopté, c'est un texte contraignant, ou alors la ZLECAf au niveau africain, c'est comme ça. Personne ne va déroger. Ce sera une bonne chose. Je crois que notre ami de la Côte d'Ivoire veut parler. Il a la main levée. Oui. Pardon, je ne retrouve pas. Oh là là. Pardon. Oui, on vous entend. Oui. Oh là là. Merci beaucoup. Moi, je voudrais rebondir sur la question de notre collègue sur la juridiction ou la possibilité d'ester contre en matière de violation du contenu local et quelle serait la bonne juridiction. Oui. Déjà, j'ai presque envie de dire que, comme on a dit, c'est à chaque État, selon sa loi nationale. Mais la question qui me paraît dans sa question intéressante, ou du moins l'aspect, dès lors qu'on sait que le contenu local met aux prises l'État à travers sa direction des hydrocarbures avec les multinationales, ça reste quelque chose qui est bilatéral. Et le contenu local, c'est en direction également des sous-traitants que l'État se fait fort d'assurer les intérêts à travers le contrôle qu'il va exercer dans le cadre de l'accord sur le contenu local, en tout cas avec les entreprises. La question
c'est de savoir, en tout cas tel que je me la préfigure, c'est de savoir si, en dépit du fait que le contenu local n'est pas respecté, à la connaissance des autorités ivoiriennes, donc au détriment d'une ou plusieurs sociétés de sous-traitance, est-ce que celle-ci ou celle-là, au pluriel, peuvent directement saisir le juge et est-ce qu'elles peuvent déjà saisir un juge? Quel juge? Et en saisissant le juge, qui est leur adversaire? Est-ce qu'elles peuvent directement saisir l'entreprise étrangère pour dire tu ne respectes pas le contenu local qui a une assise légale? Ou est-ce qu'au contraire, elles doivent s'en référer déjà à la société des hydrocarbures qui elle-même a une obligation de contrôle avec possibilité de donner des amendes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si tout se passait comme si la société, l'entreprise, la société des hydrocarbures, pour ce qui me concerne, ferme les yeux volontairement à cause de ce qu'on a dit hier, est-ce que ces tous sous-traitants peuvent saisir le juge, pouvoir dire par le juge que cette pratique est contraire au contenu local adossé sur la loi dont il devient justiciable parce que s'agissant d'une loi. C'est à ça que je pense. Est-ce qu'il y a une action directe ou au contraire il y a une action indirecte? L'action directe consistera à attaquer, à s'adresser à l'État. Est-ce qu'en s'adressant directement à la société, on ne va pas mettre également en cause l'État? Et si on met en cause l'État, on entrevoit déjà les conséquences de représailles en ce qui concerne ceux qui auront fait, surtout lorsque la justice elle-même n'est pas totalement prévisible. Elle n'est pas totalement prévisible. Alors, c'est une excellente question qui également doit amener à regarder cet aspect, peut-être à la codifier ou du moins à l'éclaircir. Rien ne sert de parler de contenu local si les victimes ne sont pas. Alors oui, il y a des actions, il y a des classes actions. Alors ici, chez moi, ça va être par le biais d'associations. Ça va être par le biais d'associations dont les intérêts associatifs peuvent être, s'ils sont violés, peuvent donner libre cours à la saisine d'un juge. Alors, est-ce qu'on peut l'imaginer? Moi, j'imagine déjà dans ma tête pour répondre à cette question. Si demain, un client venait me voir pour me dire, voilà ce que je veux faire, dans la situation, dans le cas où je n'ai pas encore la réponse du point de vue textuel, est-ce qu'il ne faut pas rapidement leur demander de se mettre en association, d'avoir la possibilité, après qu'ils soient association, la possibilité d'ester en justice, et d'ester en justice maintenant contre qui? Contre qui? Il n'y a pas de relation directe entre l'entreprise étrangère et puis eux. Mais il y a une relation directe entre l'entreprise étrangère et puis l'État qui s'assure que le sous-traitant est bien respecté. Alors, est-ce qu'on met en cause l'État? J'aurais tendance à dire oui. Est-ce qu'on met en cause l'État pour faire dire à l'État, tu ne respectes pas les obligations tirées de la loi et donc tu méconnais nos intérêts? Oui, théoriquement, ça reste possible. Pratiquement, cependant, en raison des représailles ou des conséquences, de telles personnes ne vont plus jamais figurer sur aucune plateforme et puis ça reviendra pour elles même si c'est une victoire, ce sera une victoire à la plus. Donc cette question, effectivement, est importante comme devant venir en complément de l'efficacité du contenu, de la violation du contenu local. Donner la possibilité aux gens, aux victimes directes, de pouvoir se retourner contre soit l'État ou alors à la fois l'État et l'entreprise étrangère. Autrement, ça va être absolument compliqué. Je vous avais dit hier que c'est une société d'assurance qui œuvre dans le domaine. Donc, on a appelé le directeur général et lui demande l'argent avant que de le mettre sur la plateforme.
Alors lui, il peut tout à fait engager une action contre ces gens-là pour corruption. Il peut le faire comme. Il peut avoir des dérivatifs selon les circonstances de fait ou les éléments. Mais dans l'absolu, et c'est ça la question intéressante de notre camarade, dans l'absolu, que sert-il de faire un si beau mécanisme en ne prévoyant pas la possibilité pour les bénéficiaires dont les intérêts seront violés de pouvoir agir judiciairement? Je pense que ça reste une belle problématique qui peut enrichir notre réflexion sur les voies et moyens pour permettre au contenu local d'atteindre son efficacité optimale, de sorte que on ait fait le tour de la boucle. Enfin, c'est comme ça que je vois ça. D'accord. Merci beaucoup pour ces réflexions. Je crois que la solution peut varier selon le mécanisme qui est mis en cause. Si je prends par exemple le cas, si c'est un contrat de travail, imaginez la loi nationale dit par exemple que le contrat de travail d'un étranger, d'un expatrié est soumis à l'approbation préalable du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Alors, cette loi, par ailleurs, fixe par exemple des quotas en disant on peut recruter jusqu'à 20% de la main-d'œuvre étrangère. Imaginons donc un national qui a postulé à cet emploi, qui a les compétences, qui n'a pas été retenu et dont l'entreprise a peut-être importé plus de 20% de la main-d'œuvre nationale. Il est peut-être plus qualifié que ceux qu'on a recrutés, mais il a tout intérêt à saisir le juge. Oui. Déjà, mettre en cause l'entreprise qui n'a pas respecté les textes et aussi le ministre qui n'a pas respecté les textes en accordant l'autorisation, en approuvant les contrats des étrangers qui sont arrivés, alors que lui, il a intérêt, ces institutions à agir. Ça crée de la jurisprudence et voilà. Et ça s'applique. Si on prend par exemple le cas de la sous-traitance, oui. Si une entreprise sous-traitante a postulé, a soumissionné à un appel d'offres, n'a pas été retenue, elle voit celle qui a été retenue n'a pas les compétences ni les capacités techniques et financières requises, alors qu'elle remplissait parfaitement les conditions. Elle est locale, elle n'a pas été retenue et on a sous-traité avec une entreprise étrangère. Mais tout à fait. On peut saisir déjà le juge pour demander l'annulation, peut-être la suspension, c'est pas ce que prévoient les textes sur la sous-traitance, peut-être dans ce pays, et mettre l'État qui a validé l'autorité, parce qu'il y a toujours une autorité des marchés. Au Cameroun, par exemple, c'est l'Agence de régulation de marché public qui, voilà, oui, vous avez évoqué, par exemple, dans d'autres pays, il y a des plateformes où vous pouvez être exclu de la plateforme. Donc, je crois il y a un certain nombre de mécanismes comme ça qu'on devra exploiter pour justement rendre ce droit effectif. Il faut qu'il soit mis en œuvre, que les personnes qui ne respectent pas devant la justice. Donc, et vous avez bien dit, ça peut être l'État, ça peut être l'entreprise minière étrangère. Selon que c'est l'État, forcément, ce sera le juge administratif. Si c'est juste uniquement l'entreprise, voilà, c'est pas irrélatifs vont toujours prévoir des mécanismes pour saisir le juge, des mécanismes de sanction et autres. Voilà, et il faut les appliquer. Est-ce qu'on peut enrichir dans le même sens? Donc, est-ce qu'on m'entend là? Je peux conclure de ma guise de conclusion générale. J'avais dit ceci, j'avais dit que le contenu local est un formidable outil de développement économique et un moyen de mieux partager la rente minière et pétrolière.
le contenu local semble être à lui seul la quintessence du gagnant-gagnant du développement durable qui fait entrer en coalescence dans le temps et dans l'espace les considérations économiques, sociales et environnementales. Donc, appliqué au niveau local, donc au contenu local, je vous l'ai dit, appliqué au contenu local, c'est-à-dire les questions de développement durable appliquées au contenu local. Le contenu local contribue à la réduction de la pauvreté, l'augmentation des connaissances et du niveau de vie sociale, ça c'est l'aspect social, le développement d'une industrie locale, la réduction des inégalités et un meilleur partage de la rente. Donc, vous voyez, ça englobe les trois aspects du développement durable. Mais comme nous l'avons vu, l'implémentation du contenu local en Afrique se heurte encore à de nombreux goulots d'étranglement. Sans doute parce que la mise en œuvre du contenu local est un processus long. Sans doute aussi peut-être parce que la mise en œuvre du contenu local en Afrique est très récente. Nous avons dit que la majorité des textes en matière d'exploitation minière ont été révisés dans les années 2000. Et c'est donc à partir de là qu'on a commencé à inclure dans les codes miniers la notion de contenu local. Donc, sans doute parce que la notion, elle est nouvelle, sans doute parce que la mise en œuvre du contenu local est un processus aussi long. Il faut du temps. Il faut du temps pour que la mayonnaise prenne. Donc, le succès dans la mise en œuvre du contenu local nécessite une adhésion de tous les acteurs concernés, que ce soit les États hôtes, les opérateurs miniers, les contractants en matière de sous-traitance par exemple, ou même les autorités locales. Donc, il faut une adhésion de tous. Cela nécessite aussi et surtout que les ambitions soient adaptées aux contextes locaux. Ne pas, nous l'avons vu, avoir des ambitions démesurées. Il faut, raison garder, avoir des politiques raisonnables de contenu local. Donc, un déploiement réussi du contenu local ne peut être obtenu que lorsque les sociétés conçoivent, ou alors les pays, lorsque les pays africains conçoivent, développent et délivrent des contenus, des politiques de contenu local qui sont soutenues par des politiques publiques crédibles dans chacun des États. Donc, sinon, tant que les ressources minières et énergétiques vont demeurer la monnaie d'échange dans les relations qui sont intrinsèquement néfastes au développement économique et à l'émancipation stratégique des pays africains, tant que nos ressources resteront la monnaie d'échange dans ce rapport asymétrique, alors la notion de contenu local continuera d'être vidée de toute sa substance stratégique. Donc voilà ce que je pouvais dire en guise de conclusion. Et nous avons suffisamment débattu. Il nous reste une dizaine de minutes, 10 minutes très exactement. Donc, si vous avez encore des dernières observations, on peut en discuter pendant 10 minutes. Voilà, moi j'en ai terminé. Et je croyais que vous étiez tous, ou alors en majorité des avocats, parce que j'ai vu dans le chat, il y a Léna qui a écrit en disant « Je précise que je ne suis pas avocate. » Donc, je croyais que vous étiez tous des avocats. Donc, non, il y en a qui ne sont pas avocats. Léna dit qu'elle n'est pas avocate. Oui, prof, moi je pense, je ne sais pas, je me demande toujours, mais est-ce que
est-ce qu'une formation, cours sur le contenu local doit... Hein, c'est des cours qui doivent être dispensés seulement à ces quelques personnes qui sont intéressées, Est-ce que les décideurs ne doivent pas s'asseoir, hein, ceux qui décident pour nos États-là, est-ce qu'il ne faut pas les former au contenu local? Moi, je compléterais pour dire, il faut même qu'au-delà de ça, ce soit nos présidents de la République. Non, c'est un coup très intéressant qui devrait intéresser nos décideurs. Nos dirigeants. Ça permet d'amorcer, oui, nos dirigeants dans nos pays africains. Pas simplement sur l'aspect minier, mais je veux dire, de penser le développement, en fait, dans sa globalité. De mettre en place des politiques de contenu local qui soient assez dissuasives, assez fortes dans nos pays africains. Il faut même en faire une cause nationale, intéressant. comme a dit le docteur Robinson, dédier tout un ministère pour le contenu local, hein, je pense. Hein. C'est ça. Là, ce serait vraiment un signal fort. Oui, et là, il faut vraiment y penser. Hein. C'est une bonne chose. Alors, je vois que ça prend des plaidoyers. Hein? Ça prend des plaidoyers. Ah oui. Est-ce qu'il peut m'être autorisé de revenir un peu sur la question de la saisine en cas de non-respect de la notion de contenu local en 30 secondes? Oui, alors. Alors, encore 7 donc minutes. nous avons tous dit qu'au départ, tout dépendait un peu de la législation nationale, ce qui est tout à fait normal, et c'est même le point de départ. Mais dans un second temps, parce que nous disons nul aime crimen, nul la peine assignée léger, il n'y a aucun crime si la loi ne l'a pas expressément prévu elle-même. Ça veut dire que si dans la loi qui consacre le contenu local, il n'est pas prévu les cas de non-respect, de violation, encore moins de saisine, et peut-être même les acteurs qui ont compétence à saisir, soit le procureur de la République qui est lui garant de l'ordre public, soit les instances nationales selon qu'il s'agisse d'un côté d'une personne morale de droit public ou de droit privé. Mais je pense que la réponse est à trouver dans la loi qui consacre elle-même le contenu local, tant dans son développement que dans la mise en œuvre, peut-être même aussi prévoir des cas de violation et donc des instances qui peuvent agir pour pouvoir rétablir l'équilibre toutes les fois que le contenu local en lui-même n'est pas respecté. La compétence peut être confiée à la direction, hein, qui, elle, parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il y a des sanctions qui sont prévues et qui donc a le monopole des sanctions. Ça doit être forcément cette fameuse direction. Donc, elle, par les faits constatés et saisis, peut à ce moment-là agir aussi pour rétablir l'équilibre qui a été créé, pas seulement par un non-respect, mais aussi par des faits avérés qui vont dans le sens justement du contenu local. Donc moi, voilà un peu ma vision que j'ai sur le mot de saisine ou à qui appartiendrait l'action pour pouvoir saisir les autorités compétentes en cas de non-respect du contenu local. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Alors, une dernière intervention de... Malheureusement, je n'ai pas votre nom, c'est iPad. Pas non, c'est pas... Non, c'est... Oui. Non, c'est pas moi. Il y a une main, vous avez la main levée en fait. Ah oui, certainement, c'est la main antérieure. Je m'appelle Claude. Oui. Claude, c'est pas moi qui ai demandé. C'est pas moi qui ai demandé la main. D'accord. Ok, c'est une main antérieure, oui. D'accord. C'est ça, oui. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Je voudrais remercier tous les participants d'avoir pris part à cet enseignement. Pour moi, c'était un plaisir de partager cela avec vous.
Donc, je suppose qu'on se reverra certainement dans d'autres occasions, puisque vous êtes en majorité des avocats. Moi également, je suis avocat au barreau de Paris, donc on pourra, un de ces quatre, se voir. Oui, pourquoi pas. Voilà. Donc, merci beaucoup, merci infiniment. C'était un plaisir de faire votre connaissance et de partager avec vous ce cours sur le contenu local dans les pays miniers d'Afrique. Je vais passer la parole au directeur, le docteur Robinson, pour mettre un terme à cet enseignement. Je vous remercie. Un gros merci, prof. C'est toujours beaucoup de satisfaction et des moments de réflexion, même si personnellement, j'ai déjà pris pas beaucoup de séances de ce cours, mais à chaque fois, la discussion est renouvelée. Oui. Elle est toujours renouvelée et on veut vraiment vous dire merci. On veut vraiment vous dire merci. Merci. C'était un plaisir. J'ai eu quelques retours d'étudiants qui ont vraiment apprécié votre cours. Merci. Merci. Un plaisir partagé. Monsieur le prof. Support numérique. Hein. Il vous faudra vraiment le support numérique. Oui, on vous l'enverra, il n'y a pas de souci. Ah oui, oui. Franchement. Oui. Monsieur le prof. Oui, Claude. Oui, je disais que c'était un plaisir trop court. Ah oui, bon, les bonnes choses du Japon. Exact, c'était un plaisir trop court. On va proroger ça alors. Voilà, c'était un plaisir trop court. Trop court. Ce cours était trop court. Il annonçait une exaltation, si ça avait été poussé, hein, il annonçait une exaltation bon, qui a été arrêtée par le découpage pédagogique. Mais vous dire en particulier merci. Merci infiniment. Merci. Je me dis, vous l'avez aussi bien rendu, vous l'avez si bien rendu que quelque part, vous êtes à la base un avocat. Voilà. Je veux reconnaître un des nôtres et dire que le temps que vous avez utilisé, la manière dont vous avez professé ce cours, c'est bien parce que vous êtes avocat avant d'être professeur. Voilà. Et ce plaisir était court. Thank you very much. Merci. Voilà. À bientôt. Ouais. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.